Le prochain exemple traite de la variation du niveau d'un liquide dans un réservoir en fonction du débit d'entrée. Ce réservoir possède une aire circulaire uniforme A en mètres carrés. Le débit de sortie passe par une résistance à l'écoulement R, soit une vanne ou une conduite, et le débit est directement proportionnel à la hauteur. Un débit d'alimentation variable Q en mètres cubes par seconde entre dans le réservoir. On désire développer la fonction de transfert qui relie la hauteur du liquide dans le réservoir H et le débit d'entrée Q. De la même manière, nous allons effectuer un bilan de matière. Ainsi, le débit entrant moins le débit sortant est égal au taux d'accumulation de liquide dans le réservoir. En termes d'équation, nous avons donc ρ fois Q de T moins ρ fois QE de T est égal à la variation de la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir, c'est-à-dire dρ AH sur dt. Tous ces termes ont des unités de kg par seconde. On peut éliminer la densité ρ, qui est supposée constante, et remplacer le débit de sortie par la hauteur divisée par la résistance R. En régime stationnaire, l'accumulation devient égale à 0 et le débit entrant est égal au débit sortant. En soustrayant l'équation en régime stationnaire, nous obtenons l'équation en variable de déviation. Q moins H sur R est égal à A dH sur dt. En prenant la transformation de la place, nous pouvons facilement obtenir la fonction de transfert du procédé. HS sur QS est égal à R divisé par tau S plus 1. La fonction de transfert a un gain de R. Ceci implique qu'un changement d'une unité du débit d'entrée Q en forme d'échelon mènera éventuellement à un changement de R unité du niveau du réservoir. La constante de temps tau est égale au produit de la résistance multipliée par l'air. Si A ou R augmente, taux augmentera aussi et le système prendra plus de temps à réagir. Il est également possible de réécrire ce bilan de matière en fonction du débit de sortie QE plutôt qu'en fonction du niveau H du réservoir pour obtenir QE sur Q est égal à 1 sur tau S plus 1, c'est-à-dire avec la même constante de temps, mais avec un gain unitaire. Ce qui est logique puisque les deux débits doivent être égaux en régime stationnaire. Le prochain exemple considère un système dans lequel il y a deux entrées. Un réservoir de chauffage parfaitement agité et de volume V mètres cubes est alimenté d'un débit de fluide constant F en kg par seconde, mais dont la température d'entrée est variable en fonction du temps et est représentée par U en degrés Celsius. Un élément chauffant ajoute une certaine quantité de chaleur Q en joules par seconde au fluide dans le réservoir. Le débit de sortie est égal au débit d'entrée et la température de sortie du réservoir est représentée par Y en degrés Celsius. On désire trouver la fonction de transfert qui relie la température du fluide à la sortie aux deux variables d'entrée, soit la température d'entrée U et le taux d'addition de chaleur Q. Nous effectuons un bilan d'énergie. Le flux d'énergie entrant moins le flux d'énergie sortant est égal au taux d'accumulation de l'énergie à l'intérieur du réservoir. En termes d'équation, nous obtenons le flux d'énergie entrant égal à Q, l'énergie fournie par l'élément chauffant, plus la quantité d'énergie contenue dans l'écoulement d'entrée, soit FCP fois la différence entre la température U et la température de référence TR. Le flux d'énergie sortant est égal à FCP fois la différence entre la température de sortie Y moins la température de référence TR. Le terme d'accumulation est égal à ρCPV fois la variation de la température en fonction du temps. Tous les termes de cette équation ont des unités de joules par seconde. En régime stationnaire, l'accumulation est égale à 0, de sorte que la quantité d'énergie Q ajoutée au fluide dans le réservoir fait passer la température de U degrés Celsius à Y degrés Celsius à la sortie.
Si on soustrait cette équation en régime stationnaire initial de l'équation différentielle, on obtient l'équation en variable de déviation. En prenant la transformation de la place de cette équation différentielle, il est possible d'isoler la sortie du procédé Y de S en fonction des deux entrées du procédé, soit la température d'entrée U de S et la chaleur ajoutée au réservoir Q de S. On peut maintenant transformer cette équation en une sommation de fonctions de transfert reliant la sortie du procédé aux deux entrées. Cette équation du procédé peut être représentée par un schéma bloc. Les deux représentations sont identiques. Ce type de représentation sera grandement utilisé dans les systèmes de contrôle. Dans ce cas-ci, on peut facilement imaginer que nous désirons contrôler la température de sortie du procédé malgré les variations de la température à l'entrée. La quantité d'énergie ajoutée servira de variable manipulée et la température d'entrée sera considérée comme une perturbation. Ainsi, la quantité d'énergie fournie par l'élément chauffant sera ajustée de manière à compenser les changements de la température à l'entrée. Les deux fonctions de transfert sont du premier ordre et ont la même constante de temps, qui est égale au temps de séjour moyen d'une molécule à l'intérieur du réservoir. D'autre part, le gain de la fonction de transfert reliant les deux températures de sortie est unitaire. Ceci est logique puisqu'une augmentation de 1 degré Celsius de la température d'entrée produira une augmentation de 1 degré Celsius de la température de sortie en régime stationnaire. D'autre part, la fonction de transfert reliant la température de sortie avec l'énergie ajoutée au système est égale à 1 sur FCP, ce qui vient directement du bilan d'énergie. Il existe beaucoup d'autres exemples de systèmes du premier ordre, comme par exemple le circuit RC, utilisé comme filtre en génie électrique. Dans tous ces exemples, nous avons vu que toutes les fonctions de transfert des systèmes du premier ordre sont caractérisées par un gain et par une constante de temps. Ces deux paramètres ont toujours une signification physique. Considérons le système vu précédemment consistant à observer le niveau de liquide dans une colonne. Ce genre de système est fréquemment utilisé dans l'industrie. Dans l'exemple précédent, le débit de sortie était proportionnel à la hauteur de liquide dans la colonne. Dans le présent exemple, le débit de liquide à la sortie du réservoir QE en mètres cubes par seconde est maintenu constant à l'aide d'une pompe. On désire obtenir la fonction de transfert entre le niveau de liquide H dans le réservoir et le débit d'alimentation Q. Un bilan de matière sur ce système donne le débit entrant moins le débit sortant est égal au taux d'accumulation de liquide dans le réservoir. En termes d'équation, nous avons donc Q de T moins QE de T est égal à la variation du volume de liquide dans le réservoir, c'est-à-dire A fois dH sur dt. Tous les termes de cette équation ont des unités de mètres cubes par seconde. En régime stationnaire, l'accumulation devient égale à 0 et le débit entrant est égal au débit sortant. En soustrayant l'équation en régime stationnaire de l'équation différentielle, nous obtenons l'équation en variable de déviation. Cette équation peut facilement être intégrée. Pour un échelon unitaire, nous obtenons AdH sur dt est égal à 1, de sorte que H de t est égal à t sur A. Ceci est logique puisque le débit de sortie ne change pas. Tout excédent de liquide entrant doit faire monter le niveau. On dit de ce procédé qu'il est un système intégrateur. En prenant la transformation de la place de cette équation, nous obtenons la fonction de transfert de ce système. Dans ce cas-ci, elle est simplement égale à HS sur QS est égal à 1 sur AS. Les bilans de matière et d'énergie qui régissent le comportement dynamique des procédés chimiques sont généralement non linéaires. La plupart des stratégies de contrôle, toutefois employées en industrie, ont été développées à partir de la théorie des systèmes linéaires. Lorsque le système étudié est décrit par un modèle non linéaire, il faudra d'abord le linéariser autour de son point de consigne
ou son point d'opération avant d'appliquer la théorie des systèmes linéaires. Deux approches sont possibles: l'expansion du modèle à partir des séries de Taylor ou la linéarisation par méthode graphique en utilisant des données expérimentales. Les deux approches sont toutefois équivalentes. L'approximation de la série de Taylor pour une fonction comprenant une seule variable est définie comme suit. dy sur dt est égal à une fonction de y. Cette fonction de y comporte une non-linéarité. Ainsi, l'expansion de Taylor de la fonction f de y est égale à la fonction f évaluée au point y0 plus la première dérivée f de y par rapport à y évaluée à y0 fois l'écart entre y et y0 plus une demi fois la deuxième dérivée de f de y par rapport à y évaluée à y0 fois l'écart y moins y0 au carré, plus toutes les autres dérivées supérieures. Les dérivées supérieures sont égales à 1 sur n factoriel fois la nème dérivée par rapport à y et évaluée à y0 multipliée par l'écart y moins y0 à la nème puissance. Si y auquel on désire évaluer la fonction n'est pas trop éloigné de y0, on peut approximer cette fonction en utilisant seulement le terme de la première dérivée et en négligeant les termes supérieurs. En l'absence d'une fonction non linéaire explicite, il est toujours possible de linéariser le système si des données expérimentales sont disponibles. Il suffit de les porter en graphique et de tracer la droite tangente au point y0, le point autour duquel on désire linéariser. En évaluant la tangente au point d'opération, nous obtenons une équation identique à celle de l'expansion de Taylor. Pour obtenir la fonction de transfert du système linéarisé, on substitue l'approximation de f de y dans l'équation différentielle et on poursuit les étapes vues précédemment. Lorsque l'équation non linéaire est fonction de plus d'une variable, on procède de la même façon en prenant l'expansion de Taylor en considérant les dérivées par rapport à chacune des variables. Par exemple, si l'équation est non linéaire par rapport à la sortie et l'entrée, l'expansion de Taylor autour du point y0, u0, en se limitant à la première dérivée, s'écrit de la façon suivante. La fonction f de y et de u est égale à la fonction f évaluée au point y0, u0, plus la première dérivée de la fonction f de y et de u par rapport à y évaluée à y0, u0 fois l'écart y moins y0, plus la première dérivée de la fonction par rapport à u évaluée à y0 et u0 fois l'écart u moins u0. On peut facilement généraliser l'expansion de Taylor pour une fonction avec n variables.